Vous écoutez l'affaire Stéphanie Fauvio, deuxième partie. L'enquête piétine pendant des années. On arrive en 2007, où là, la brigade criminelle revérifie les alibis des gens qui avaient été entendus à l'époque. Et là, il s'intéresse quand même à un étudiant en maths qui était plus âgé que Stéphanie. Il avait une trentaine d'années. Et il a pu se montrer, selon l'entourage de Stéphanie, un petit peu entreprenant, un petit peu dragouilleur. Il est pointé du doigt parce qu'il s'est déjà rendu à l'appartement, parce qu'il était venu passer une soirée avec un ami d'un ami, et puis qu'il lui aurait proposé de lui donner des cours particuliers. Les enquêteurs l'avaient interrogé et celui-ci avait donné un alibi en indiquant notamment qu'il était avec sa femme le jour du crime. Et puis lorsque le nouvel enquêteur va vérifier tout cela, il va procéder à l'audition de cette dame qui va infirmer l'alibi qui avait été donné à l'époque. Sa femme en fait va le lâcher, va dire bah non c'est pas vrai, il a menti, il n'était pas avec moi, donc forcément il va être soupçonné pour ça. Quand on nous dit peut-être que c'est lui, ça nous surprend pas plus non plus. Ça peut être lui, effectivement. Puisqu'il avait l'air d'être intéressé par Steph, donc on y a cru. On y a cru. Cet étudiant en maths, il est mis en examen pour homicide volontaire. C'est quand même pas rien être mis en examen pour homicide volontaire. Eh ben non, il va pas en détention provisoire, il est juste placé sous contrôle judiciaire. Dans une affaire criminelle, généralement, il y a un mandat de dépôt à la clé, il a été placé sous contrôle judiciaire. Jean-Michel Faure, dernier juge d'instruction de l'affaire. C'est-à-dire que le juge d'instruction de l'époque, lui-même, devait avoir quelques doutes. Il y avait très peu d'éléments à charge contre lui, et c'est vrai que, dans l'absolu, il n'aurait peut-être pas dû être mis en examen. Il n'y avait pas de preuves matérielles, donc accuser quelqu'un sans preuve matérielle, c'est très difficile. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. On ne voulait pas avoir un nom pour trouver un nom. C'était pas ça, quoi. On voulait l'assassin, le vrai. L'homme mis en examen en 2008 et laissé libre sous contrôle judiciaire sera finalement mis hors de cause car 4 ans plus tard, un rebondissement va orienter l'affaire vers un suspect beaucoup plus crédible. En 2012, le magistrat décide de saisir la PJ, notamment pour pouvoir avoir un œil nouveau sur le dossier. Moi, j'arrive comme directeur d'enquête dans le cadre de cette affaire. On récupère une archive, et cette archive, en fait, est constituée de pelures des procès-verbaux de l'époque qu'on n'arrivait pratiquement plus à déchiffrer tellement le temps avait passé. C'est effectivement un dossier qui datait de 17 ans, qu'à l'époque, on n'avait pas de téléphonie, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de surveillance dans les rues de Lille, donc forcément pas d'images à exploiter. Ça dépérit un peu parce qu'en fait, toutes les pistes ont été exploitées, il y a vraiment plus grand-chose à faire. Le juge a l'idée de soumettre aux analyses génétiques le baignoire que la jeune femme portait lorsque le corps a été retrouvé. Thierry Buisine, enquêteur de la PJ de Lille. Et c'est cette analyse qui va permettre de retrouver un ADN qui n'était pas connu du dossier. Alors c'est un génotype masculin, c'est un homme, qui a donc laissé son ADN sur les parties extérieures du peignoir. On va notamment le retrouver au niveau du coude, ce qui peut correspondre à un endroit où l'auteur aurait pu agripper la victime. On a appris comme quoi ils avaient retrouvé de l'ADN de contact sur le peignoir, et dont un qui était mélangé avec le sang de Stéphanie. Donc là, on était sûr que c'était le bon ADN. Par rapport à cet ADN, on pouvait trouver le coupable. Et l'ADN a matché avec l'ADN d'un mégot de cigarette retrouvé le jour du meurtre de Stéphanie, qui appartenait à un des frères Legrand, Lilian Legrand. On était en famille, en plus, ce jour-là, quand on l'a appris. Et on a vécu ça un peu comme une victoire de Coupe du Monde, quoi. C'était l'euphorie, la joie.
on avait gagné, quoi. Et là, j'ai un soulagement et aussi une évidence. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. En me disant, bah oui, tout s'imbrique, mais on n'y a pas pensé. Rien ne pouvait laisser penser que quelques années plus tôt, il avait commis le meurtre. Lilian Legrand, c'est quelqu'un qui, avant ce crime, n'avait jamais fait parler de lui. Il a un profil, finalement, qui n'est pas le profil d'un meurtrier. Il avait une vie de famille stable, une femme, 2 filles. Il avait une vie bien installée. Il est gendarme, mais il est informaticien. Alice Cohen-Saban, avocate de Lilian Legrand. Il a fait plusieurs étapes dans sa carrière de gendarme. Il est passé à l'Élysée par la garde républicaine. Il s'est spécialisé dans le système informatique. Et oui, c'est quelqu'un qui est plutôt bien noté, qui a reçu des lettres de félicitations, plutôt apprécié. Il est totalement inconnu des services de police et de justice. Jamais condamné. Après, il y a sa vie privée. Et sa vie privée, c'est pas la même chose. Sa vie privée, il a eu plusieurs maîtresses. On entend notamment une de ses maîtresses qui, un petit peu son fantasme, c'était de prendre un bain avec elle. C'est quand même un mec très particulier. Grâce à cette preuve ADN, les policiers sont désormais persuadés que Lilian Legrand a tué Stéphanie Fauvio. Ils le placent en garde à vue dans l'espoir de lui faire avouer son crime. Lilian Legrand est convoqué donc à 9h du matin. Thierry Buisine, enquêteur de la PJ de Lille. On lui dit qu'il est placé en garde à vue pour le meurtre de Stéphanie Fauvio. Il est étonné, mais il reste calme. Il est là pour répondre aux questions et dit qu'il va jouer le jeu. Donc les droits, hein, vous avez le droit de voir un médecin, avocat, comme classiquement. Legrand, d'ailleurs, je ne veux pas d'avocat. D'ailleurs, il maintiendra cette version tout le long de la garde à vue. C'est-à-dire, je ne veux pas d'avocat, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Ça lui a été posé 10 fois parce qu'on avait bien sûr trop peur de se faire casser la procédure, mais il n'en voulait pas. Lorsque Lilian Legrand apprend que son ADN est bien celui qui est retrouvé sur le peignoir, en fait, il est assis sur sa chaise, il se penche en avant, il se met la tête entre les mains, il demande une cigarette et il nous dit « Je vais vous dire ce qui s'est passé ». Sa première version, c'est de dire qu'il avait en fait des relations sexuelles avec Stéphanie depuis plusieurs semaines et que ce matin-là, il est bien allé dans l'appartement et il a eu des relations sexuelles avec Stéphanie. Il nous explique que c'est une relation qui était très hard, si on reprend ses termes. Il va préciser qu'au cours des ébats, en fait, la jeune femme va perdre l'équilibre et va tomber sur la tête contre la baignoire. Il va expliquer que, en fait, il a paniqué, que la jeune femme était morte au moment de sa chute. C'est impossible. C'est impossible. C'est une personne que Stéphanie détestait. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Donc, elle nous disait du mal sur lui, donc je vois pas pourquoi elle aurait eu des pulsions avec. Puis elle était trop heureuse avec Vincent, quoi. Cette explication ne colle pas aux constatations qui avaient été faites sur la scène de crime, puisque le corps était ébouillanté et présentait des traces de strangulation, ce dont ne parlait absolument pas Lilian Legrand. Donc, lorsqu'il va être informé du résultat des examens médico-légaux, Lilian Legrand va changer sa version. Il va expliquer en fait qu'il avait des vues sur Stéphanie. Gildas Brochen, avocat de la famille Fauvio. Et que ce matin-là, il était venu effectivement à l'appartement. Et que la Stéphanie lui avait ouvert. Il la découvre nue sous son peignoir, qu'il veut avoir une relation sexuelle. Il voit qu'elle se fait couler un bain et lui demande s'il peut prendre un bain avec elle. Elle refuse et qu'il la maintient de force, mais qu'à un moment donné, elle a un mouvement de recul, qu'elle tombe en arrière et qu'elle va perdre connaissance et que, pris de panique, il avait maquillé cela en crime et en cambriolage qui aurait mal tourné, en l'étranglant. Pour Lilian Legrand, c'est une agression qui tourne mal. À la fin de la garde à vue, il a laissé un mot à l'attention de son épouse.
va faire part de ses regrets. Il va écrire une espèce de testament en disant tu diras aux enfants que j'ai fait une grosse bêtise. Tu connais maintenant la raison de mes insomnies. Si tu savais à quel point je le regrette. Maintenant, tu sais d'où viennent mes insomnies. 1000 fois j'ai voulu t'en parler, mais j'avais peur de te perdre. Et maintenant c'est fait. Encore un beau gâchis de ma part. Je t'aime, Lilian. Et c'est ça qui va signer sa culpabilité totale aux yeux des enquêteurs. C'est une preuve en plus. Avec son ADN mélangé avec le sang de ma sœur, plus ce courrier, on peut pas dire que c'est pas lui, quoi. On espérait que Monsieur Legrand se livre le jour du procès pour savoir le pourquoi du comment. Pourquoi on tue, pourquoi on fait du mal, pourquoi on détruit une vie. À Douai, le procès de ce gendarme qui comparait pour le meurtre de la jeune Stéphanie. L'accusé est revenu sur ses aveux. Après avoir multiplié les versions devant les policiers et le juge d'instruction durant 2 ans et demi, Lilian Legrand a finalement nié avoir été chez Stéphanie Fauvio le matin du meurtre et avoir eu une relation sexuelle avec elle. Monsieur Legrand va donner une énième version où finalement circuler, il n'y a rien à voir, on n'est jamais venu ce jour-là et on est totalement innocent. Bien évidemment, on n'y croit pas un instant. Il va se plaindre en disant que les fonctionnaires de la PJ se sont montrés très insistants. Jean-Michel Faure, dernier juge d'instruction de l'affaire. Qu'il a fait l'objet de pression. Alors, heureusement que les interrogatoires et auditions en matière criminelle sont filmés, et puis on a pu voir que les policiers le traitaient de façon tout à fait convenable. Des aveux extorqués, mais ils disent tout ça, les meurtriers. Marie Van de Kerkhove, journaliste pour La Voix du Nord. Comment imaginer qu'un gendarme puisse se laisser faire, se laisser extorquer des aveux par des policiers de la PJ? Moi, j'ai peine à le croire quand même. Par rapport à l'ADN, il explique qu'il a pu un jour s'essuyer les mains sur ce peignoir après se les être lavés. Alice Cohen-Saban, avocate de Lilian Legrand. La présence d'ADN en mélange, ça ne veut pas dire que les ADN ont été déposés en même temps. Ça peut être une superposition, ça peut être vous touchez quelque chose une fois, quelqu'un va toucher quelque chose une deuxième fois des jours ou des semaines après, les ADN vont se retrouver en mélange. Pour autant, vous n'avez pas touché la chose en même temps. Alors, à l'audience, une femme gendarme, à la barre, a livré un témoignage qui faisait froid dans le dos quand on connaissait un petit peu l'histoire. J'ai connu Lilian en 2009-2010. Mélanie Monge, gendarme et collègue de Lilian Legrand. Sur Rosny-sous-Bois. Dans la caserne, on était 5 en coloc. Lilian harcelait ma coloc quand elle était toute seule. Il venait pour prendre le café de manière intempestive. Un matin, il arrive à l'improviste et puis il rentre carrément dans sa chambre et a observé une photo d'elle sur la plage. Et donc il n'a rien trouvé de mieux que de dire oh, c'est qui cette bombe là sur la photo, sachant pertinemment que c'était elle, quoi. Et après ces faits de harcèlement, j'ai ma coloc qui me dit j'en ai marre, regarde par la fenêtre, Lilian, il est sur son balcon, nu. Et effectivement, notre chef fait des allers-retours entre son salon, le balcon, et nu comme un verre. Et a montré ses attributs, je pense qu'il faisait exprès. On se dit, c'est pas possible, quoi. On est dans une caserne gendarmerie, qu'il peut y avoir des enfants. Enfin, on s'est surtout dit qu'il avait un côté très pervers. Je crois que c'est un mec qui a des problèmes sexuels, quoi, dans sa tête. Et ouais, c'est un être malsain. Il est malsain.
En 2012, j'apprends que Lilian Legrand est mis en examen pour un meurtre qui a eu lieu avant son entrée en gendarmerie. J'ai ressenti de la peur en me disant mon Dieu, vu le comportement qu'il avait, il aurait peut-être même pu faire du mal à ma coloc, quoi. Et elle, je pense quand elle a vu l'article là aussi, elle était choquée, quoi. En fait, quand je me suis renseignée après sur l'affaire Stéphanie Fauvio, j'ai vu qu'il reproduisait la manière d'opérer, quoi. Du fait de devenir à l'improviste comme ça, ça fait froid dans le dos. Il est 19h hier, au palais de justice de Douai. La famille quitte la salle d'audience. Le verdict a été accueilli par des applaudissements. Lilian Legrand a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Stéphanie Fauvio. Stéphanie, elle est vengée. On est très contents. Vous attendiez à ce verdict ? Oui, on n'avait aucun doute. Cette condamnation est évidemment lourde, mais je crois qu'elle reflète la gravité du crime et l'atrocité de ce qu'a subi Stéphanie. Gildas Brochen, avocat de la famille Fauvio. Et puis je crois qu'il paye aussi son comportement à l'audience avec une froideur face aux faits. Je sais pas, on avait l'impression qu'il n'était pas là. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Carrément dans l'ignorance, ou carrément aucune froid. Personne froide. Pas un signe. Il s'exprimait très peu. Non, je pense qu'il est dans le déni complet. Moi, j'ai une haine profonde. Véronique Ruguet, meilleure amie de Stéphanie. J'ai une haine et j'ai une rage. Lilian Legrand, il a écopé de la peine maximale. Au premier procès à Douai et au deuxième procès en appel à Saint-Omer, il n'a pas offert aux parents de Stéphanie le récit des derniers instants de leur fille. Et je pense que c'est quelque chose qui va leur manquer à vie. La justice est passée, mais ils doivent faire leur deuil de la vérité. On est marqué pour l'histoire de Stéphanie, c'était horrible. Fabrice Fauvio, frère de Stéphanie. Stéphanie nous manque toujours. C'est toujours pesant sur nous. C'est toujours là autour de nous. Le combat, il est fini, mais elle n'est plus là. À son procès, Lilian Legrand a nié les faits et refusé de fournir la moindre explication. La famille de Stéphanie est repartie avec des questions sans réponse et un travail de deuil encore plus difficile à faire. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.